Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau Libre Journal de la vie française. Bonsoir Daria. Bonsoir Laurent. Alors je suis accompagné, chers auditeurs, de notre charmante Daria Davidoff. Ma chère Daria, ce soir nous allons retrouver tout d'abord une partie gourmande qui s'appelle la Minute Gourmande et nous allons recevoir le chef Valentin Nérodo que vous allez avoir le plaisir de rencontrer très prochainement. Chef très connu puisqu'il a été finaliste dans l'émission Top Chef et il travaille pour un grand nombre d'événements importants ou de personnalités et on a pu le voir de nombreuses fois à la télévision. Et puis ma chère Daria, après, grâce à vous, nous allons parler des traditions de Noël de l'Est à l'Ouest. Et vous serez rejoint en seconde partie d'émission par Sacha Boutros, qui est une chanteuse de jazz et qui nous parlera, elle, de l'Ouest. Mais vous allez surtout nous parler de l'Est, évidemment. Nous allons retrouver tout de suite le chef Valentin Nérodo. Bonsoir, chef. Bonsoir Laurent, comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie. Alors chef, je le disais, on a pu vous rencontrer déjà à travers l'émission Top Chef. Vous êtes un chef que l'on peut retrouver absolument partout. Oui. Et en particulier en ce moment, vous êtes au Musée du Vin, et qui est un lieu incroyable dont vous allez nous parler, qui se trouve dans Paris et qui est un lieu chargé d'histoire. Et nous vous avons invité ce soir pour un événement particulier puisque vous venez de sortir un livre de recettes dont vous allez nous parler tout à l'heure. Mais tout d'abord, cher Valentin, je voudrais que vous nous rappeliez un peu votre parcours professionnel absolument incroyable. Oui, merci beaucoup Laurent. J'ai commencé très tôt, j'ai commencé à 14 ans, j'ai 41 ans aujourd'hui, et puis j'ai fait mes classes dans des belles maisons du Sud-Ouest, chez Guérard et André Daguin. Et puis j'ai ouvert mon restaurant très jeune, mon premier restaurant à 20 ans, j'ai été plus jeune chef de France, pardon. Et puis j'ai ouvert en tout 5 restaurants, j'ai fait Top Chef, je raccourcis un petit peu. Oui. Et puis aujourd'hui, je travaille pour des personnalités, des chefs d'État, des maisons de luxe à Paris et à l'international. Eh bien, écoutez, alors ça c'est merveilleux, je le savais déjà un peu beaucoup, mais alors justement, je voulais quand même le rappeler à nos auditeurs, mais mon cher Valentin, ce soir je voulais vous recevoir pour un événement un peu particulier, puisque vous avez décidé de sortir un livre. Pourquoi maintenant ? Pourquoi voilà, est-ce que le timing est bien choisi ? Du potager familial aux tables d'exception. C'est vrai que vous avez travaillé pour des tables et des personnalités d'exception dont vous nous rappellerez quelques noms. Je pense en particulier vers les États-Unis. Pourquoi avoir choisi de sortir un livre de recettes maintenant ? En quoi est-il différent ? Et qu'est-ce qu'on y trouve ? Ah bien, à 41 ans, on fait un petit bilan. J'ai commencé à 13 ans et demi. Vous voyez, Laurent, donc j'ai eu un long parcours. J'ai vécu des hauts, j'ai vécu des bas, j'ai vécu des apprentissages compliqués, une cuisine dans des environnements assez stressants. Et j'ai voulu transmettre un message d'espoir. C'est un message, j'ai vécu un peu la maladie. Et c'est un message d'espoir, un message... je voulais pas faire un livre de recettes, je voulais pas faire une biographie ou quelque chose de très personnel, je voulais faire un mix des deux. Et c'est un peu le journal de bord d'un chef, avec des astuces pour faire des jolies tables, des astuces aussi avec de l'art de recevoir. Donc finalement, oui, c'est un livre extrêmement complet, ce que vous avez voulu faire. Alors qu'est-ce qu'on y retrouve exactement dedans ? Vous avez parlé certes de recettes, pas de recettes, voilà. Il y a ma biographie, j'ai eu quand même 5 restaurants, donc il y a un peu de moi quand même. Ouais. J'ai commencé dans les jardins de mon grand-père, je suis né dans un potager, donc je suis un amoureux des fruits, des légumes et de ce que donne la terre. Ensuite, il y a des anecdotes, parce que j'ai travaillé avec des personnalités il y a des petites choses sympas, de partage et de moments inoubliables. Vous nous rappelez quelques noms ? Pour Beyoncé, pour Lenny Kravitz, pour le prince Albert de Monaco, entre autres. Et what else ? C'était pas encore cette époque-là. Mais en tout cas, c'est des moments absolument fabuleux, des relations humaines incroyables. Ouais. Comme quoi la cuisine nous permet de rencontrer des gens incroyables. Des petites anecdotes, puisque vous êtes resté quand même un bon moment aux États-Unis, aux côtés d'une personnalité dont je viens de faire allusion. Oui.
C'était quelqu'un. J'ai vécu des choses exceptionnelles parce que c'était l'égérie de la maison Omega. Et Oui. puis j'ai fait des événements incroyables à Houston pour les 45 ans d'Apollo 13. Ouais. Avec Donc qui? j'ai pu rencontrer avec George Clooney et puis la haute société new-yorkaise. C'était l'exercice le plus compliqué d'un chef. Et Et pourquoi? c'était parce que c'était les 45 ans d'Omega, de la montre qui a servi à retourner sur Terre quand il y avait Gagarin et Armstrong. Oui. Et en fait, c'était un coup aussi important marketing. Et puis l'année 45 ans de l'anniversaire. Et donc l'exercice était de faire un événement de 280 personnes dans les locaux de la NASA, là où on a conçu Apollo 13. Et un, c'était un projet de chef qui était incroyable, incroyable. Et qui m'a Ouais. fait permettre de rencontrer des gens fous. C'était en sortant Top Chef. Ah oui, ils vous ont recruté tout de suite après l'émission. Exactement. Ouais. Exactement. Ils ont dû aimer votre Exactement. style. C'était les grandes années de Top Chef où il y avait une forte demande et puis c'était quand même, c'était la chaîne les chaînes hertziennes, il y avait quand même plus de 7 millions de téléspectateurs à l'époque pour ce Oui. programme. Oui. Oui. Donc c'était un autre monde, hein, vraiment. Oui, c'était la grande époque de l'émission. Alors, Exactement. donc, et quand vous avez, la petite anecdote, c'est quand vous avez réalisé tout ça, je suppose que vous avez dû avoir des tas de contraintes administratives, de sécurité, etc., et même de secret. Ouais. Pour travailler dans ce projet-là, j'étais Oui, accompagné, c'était une agence qui était Alexandre de Bétac, oui, qui est spécialisée dans les grands événements comme ça, luxe, mode, oui, oui. et puis des événements d'exception. Donc c'est vrai que j'étais assez encadré, mais j'avais une énorme possibilité j'avais une énorme liberté de cuisine, et c'était vraiment, on m'attendait au tournant, hein. J'avais un stress permanent, mais j'ai réussi ce cap. Parce que vous savez qu'au Texas, à part des légumes simples, il n'y a pas grand-chose. Donc il a fallu me fournir dans le New Jersey. Et puis j'ai trouvé des fournisseurs, il y a de l'humain aussi. Parce qu'il y avait une soixantaine de cuisiniers, c'est quand même c'était un événement incroyable. Incroyable. Et qu'est-ce que vous leur y avez fait, justement? Une cuisine française? Je me rappelle que l'entrée, oui, une cuisine française. En fait, je fais des déjeuners ou des dîners dans le monde, ils veulent de la France. La France, c'est ce qu'ils souhaitent. Et en fait, j'ai fait un menu autour d'un tourteau de Bretagne. Je me rappelle, il y avait une fraîcheur de tourteau de Bretagne autour des agrumes, je me rappelle. Et ensuite, c'était une viande blanche et il y avait 2 desserts différents, fruits rouges et chocolat. Et c'était très sophistiqué et c'était digne de la maison. Omega. Oui. Alors, Valentin Nérodo, donc du potager familial aux tables d'exception. Quelle table d'exception vous pourriez nous citer? Une petite histoire, une petite anecdote. En table d'exception, Oui. je suis un amoureux de la haute joaillerie et j'ai eu la chance, enfin, je me suis fait la chance de travailler 3 ans pour la maison Boucheron Monde Oui. et j'ai créé des événements, des pop-up aussi de desserts et de pâtisseries Mhm. avec les pièces historiques, ce qu'on appelle les départements historiques et patrimoine de chaque maison. Et chez Boucheron, c'était des pièces de Maharaja du 19e siècle. Et Waouh. j'ai pu concevoir des desserts, j'ai pu avoir une analyse, se faire une signature culinaire. En tout cas, c'est une riche expérience. Et c'est des moments très rares d'aller dans des coffres et de voir des pièces exceptionnelles. Ouais. Donc, ça a permis de pouvoir avoir pas des privilèges, mais des chances de pouvoir revoir des beaux objets Mhm. et de pouvoir créer en cuisine et de faire vivre l'expérience de l'ADN de chaque maison et de tout comprendre et surtout avoir cette sensibilité. Mhm. Le livre que vous avez que vous avez réalisé, est-ce que dedans il y a des photos justement de ces moments d'exception? Parce que déjà sur vos publications sur les réseaux sociaux, il y a très souvent de très belles tables. Ouais, c'est gentil, Laurent. Et donc, est-ce qu'on aura la chance de retrouver dans votre livre? Je ne l'ai pas eu la chance de le voir encore.
Et vous le verrez demain, Laurent. Je vais le voir demain, je sais bien. Et je m'en ferai une joie. En fait, j'aime le beau. Oui. J'aime les gravures. Donc, j'ai voulu mettre des gravures, car le rêve d'un chef cuisinier, c'est d'avoir un potager à côté de sa cuisine, Laurent. Oui. Et j'ai voulu, comme c'est un journal, j'ai voulu mettre des gravures dans cet ouvrage pour rappeler les matières premières et je trouve que ça anime bien le livre. Oui. Alors, donc je rappelle le nom. Alors, vous êtes quand même édité chez Fayard, ce qui est quand même Oui. une belle réussite. Du potager familial aux tables d'exception. J'aimerais savoir, est-ce que l'on peut parler, ou c'est encore un peu top secret, de votre prochain très gros projet? Oui, je suis ravi d'avoir comme projet de reprendre le château du Maréchal de Saxe, qui se trouve à Hyères, dans l'Essonne, avec un projet incroyable et le rêve d'un chef autour d'un potager du XVIIIe siècle, et d'avoir 2 restaurants sur le site, un restaurant gastronomique, ainsi qu'un restaurant un peu type brasserie, où on retravaillera les plats avec un service à la française. Ça, je sais que vous allez aimer ça, Laurent, dans cette générosité du service, de plats, etc., et d'art de recevoir. Et je serais ravi de vous accueillir, Laurent, et de vous faire découvrir ces 2 nouvelles tables. Alors, moi, j'ai eu la chance de connaître ce lieu avant qu'il ne soit repris et restauré grandement. C'est un lieu d'exception, vraiment d'exception, absolument magnifique, grandiose quand on arrive, qui en impose, comme on dit, qui se trouve donc pas très loin de Paris. Et justement, vous le disiez, avant d'arriver sur la ville de Hyères, YE2RES. Oui. Et voilà, c'est un lieu vraiment absolument magique, magnifique. Moi, j'avais voulu y aller justement parce que je voulais voir les intérieurs qui ont été complètement sauvegardés. On a encore toutes les moulures, on a les portes, etc., qui datent vraiment du 18e. C'est un château du XVIIe siècle, de 1610. Remanié au 18. Même plus ancien que remanié au XVIIIe siècle, c'est incroyable. Et c'était l'ancien château d'un médecin de Louis XIII. Voilà. Et voilà, c'est vraiment un lieu où je suppose vous allez pouvoir vous exprimer et retrouver ce fameux potager que vous cherchez tant. Exactement, exactement. Alors, il y a une date d'ouverture prévue? Alors, l'ouverture du restaurant gastronomique est le 3 décembre, donc c'est bientôt. Oula! Et c'est tout nouveau, exactement. Et pour la brasserie, ça sera en février. En février. Très bien. Et alors? On trouvera dans les écuries du château. Alors, chef Valentin Néraudot, où est-ce que un de nos auditeurs peuvent retrouver des informations? Y a-t-il un site internet? Va-t-il y avoir un site internet? Un site internet pour le château. Il sera dans 15 jours à 3 semaines en ligne. Il est en toute création. Oui. Et puis, on veut surtout créer l'effet de surprise. Donc, on met tout au dernier moment. Bien sûr. Ensuite, pour me retrouver, moi, vous avez Instagram, Valentin Néraudot, pour suivre un peu mes activités. N-E-R-A-U-D-E-A-U. Voilà. Oui. et je vous remercie infiniment, Laurent, de cet échange. Je vous en prie. Et alors, donc moi je voudrais finir justement également, vous dirigez un autre établissement qui s'appelle le Musée du Vin, et pareil, qui est quand même un lieu d'exception dans Paris, et historique. C'est un lieu historique, c'est des anciens chais de l'abbaye de Passy qui se trouvent au Trocadéro. Donc l'endroit est millénaire, qui se trouve dans les anciennes carrières de tuf au-dessous de Passy. Et c'est vrai que c'est une adresse, on ne se croirait pas à Paris. L'adresse est prestigieuse car c'est à Bir Hakeim, pile en face de la Tour Eiffel, mais l'endroit est millénaire. Donc c'est vraiment c'est un restaurant de musée et c'est une restauration conviviale et c'est vraiment une curiosité et une jolie table. Oui. Alors, une très jolie table que vous réalisez et ce qui est très amusant, c'est que ces caves sont absolument immenses. Il y a combien de... y a-t-il plusieurs kilomètres de caves? Enfin, le lieu est vraiment très grand. Je crois, nous, on touche plus d'1 kilomètre 2, il me semble, pour être exact, de caves et de conduits dans l'établissement. Oui, exactement. Donc, franchement, voilà, 2 lieux historiques, 2 lieux d'exception, puisque le château du Maréchal de Saxe, évidemment, est classé. J'aime le beau. Et j'aime l'histoire et j'aime le beau, comme vous, Laurent. Oui. Merci beaucoup. Oui.
Alors, je rappelle le nom de votre ouvrage, Potager familial, du potager familial aux tables d'exception, Valentin Néraudot chez Fayard. Vous nous redonnez un petit peu envie de l'acheter en nous disant un peu le contenu avant qu'on ne se quitte? C'est le parcours d'un chef qui a travaillé dans les grandes maisons et qui a travaillé coûte que coûte avec un apprentissage extrêmement difficile. Du succès, des moments plus bas. J'ai vécu des moments douloureux, de maladie. J'aime l'art du bon. J'ai beaucoup de remises en question. Et c'est aussi un message de partage, un message d'espoir et de croire en soi et de ne jamais changer son cap. Et c'est vraiment un message de joie que je veux transmettre. C'est Valentin Néraudot intime, finalement, quelque part, qui se livre. Oui, parce que je pense, et totalement, et je pense que nous faisons un métier de sensibilité. Et je pense que sans sensibilité, on ne touche pas les gens et on ne peut pas avoir une cuisine touchante, je pense. Et c'est ça qui me transporte. Et vous vous livrez à travers quelques secrets culinaires? Totalement. Après, je peux pas tout dire, mon cher Laurent. Non, mais j'ai bien compris. Bien compris que vous gardiez le secret, hein, voilà. Il y en a plusieurs, vous savez. Ben oui, j'imagine. Ok. Oui. Ben écoutez, merci beaucoup, chef Valentin Néraudot, donc du potager familial aux tables d'exception chez Fayard. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce chef, passionné et passionnant, et qui, vous l'avez dit, qui est passionné par le beau et que l'on retrouvera donc, que l'on peut retrouver déjà et que l'on retrouvera à travers deux magnifiques monuments historiques à Paris ou en région parisienne. Je rappelle quand même le M Musée du Vin et bientôt donc le château du Maréchal de Saxe. À très bientôt, chef. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous. À bientôt. Alors, chers auditeurs, j'enlève maintenant mon casque pour retrouver Daria Davidoff. Daria, je vous ai invité ce soir pour parler de Noël de l'Est à l'Ouest. Vous êtes née à l'Est. Effectivement. Voilà. Vous avez eu un parcours absolument exceptionnel. Vous me permettez de le rappeler ? Oui, bien sûr, Laurent. Vous avez commencé... Ah oui, alors moi j'ai été impressionné, c'était lors de notre dernière émission radio. Votre anecdote que j'ai trouvée délicieuse, que je me permets de rappeler à nos auditeurs, ceux qui n'étaient pas là, c'est l'histoire de la petite pianiste de 5 ans. Ah. Je me peux S'il vous plaît. Bon, notre chère Daria, à 5 ans, était capable d'après avoir écouté n'importe quelle pièce de Mozart, de retranscrire ça au piano, juste à l'oreille? Oui, en fait, plusieurs compositeurs qui j'ai eu de la chance d'entendre de côté de la radio, mis par mes grands-parents, par mes parents. Donc, du coup, ça me permettait justement de se renseigner encore de plus sur le répertoire, mais comme j'étais très passionnée, justement, je répétais les mélodies sans avoir rien trop conscience de tout ce que je fais. Je répétais cette mélodie avec mes doigts, deux doigts, parce qu'à cette époque-là, je ne savais pas encore. C'est trop mimi, ça. Oui, jouer piano, c'était avant tous les cours possibles musicaux avec les professeurs. Bien sûr, que vous avez eu après. Et donc, quand on m'a demandé qu'est-ce que vous jouez en fait, Daria, je disais ça c'est composé par moi. Voilà. Mais parce que je savais pas. Mais bien sûr, c'est trop mignon ça. Voilà. Et puis finalement, alors vous apprenez le piano, mais vous décidez d'abandonner le piano. Non, je dis abandonner. De laisser le piano de côté pour plutôt votre voix. Vous vous dites ma voix, c'est ma voix. Oui, on peut dire que c'est lié aussi à la fait que pour être un bon pianiste, il faut rester honnête, il faut avoir le tempérament qui correspond très bien à les besoins de cette carrière tout à fait incroyable et très difficile. Et il faut vraiment, pas que aimer, mais il faut être très passionné par cette... sphère qui, bien sûr, correspond à les heures au piano. Heures. Mais vous aussi, les heures à passer dans les transports, les heures à passer à répéter, les heures à... Mais c'est votre carrière, maintenant que je vous connais un peu mieux,
très honnêtement, c'est Oui, quand même très c'est difficile. aussi lié toujours à le parcours sans fin des préparations et en fait, c'est un certain sacrifice, on peut dire, parce que pour y arriver, il faut vraiment pas tout abandonner, bien sûr, c'est un peu trop dit, mais C'est il un peu faut, ça quand même. il faut considérer ça comme un peu son style de la vie. Ça veut dire Ouais. que c'est le Oui. style qui fait les dictations, on peut Ouais. dire, Ouais. sur comment ça peut être, comment ça doit être pour être au mieux possible, parce que bien sûr, il faut être un sportif qui suit son régime et qui est prêt à faire tout ce qu'il faut pour faire au mieux. Alors, parce qu'en plus, j'allais dire, pain quotidien, c'est un concert. Le lendemain, vous prenez la voiture, 6 heures de trajet, là c'était récemment, 6 heures de trajet pour aller chanter dans un nouveau lieu, encore chanter pendant 1 heure et demie. Donc il faut imaginer en termes de physique ce que ça représente de chanter pendant 1 heure et demie. En plus, bah, vous chantez, on va vous entendre tout à l'heure de façon absolument remarquable. On imagine toute l'énergie que vous donnez. Merci Et puis beaucoup. après, il faut rentrer, il faut prendre un avion, il faut retourner à Paris, il faut revoyager, il faut répéter. Waouh, moi je vous ai suivi dernièrement pour un concert, un récital pardon, que vous avez donné à Paris, dans le magnifique et prestigieux Salon Opéra Merci de beaucoup. l'Intercontinental Paris-le-Grand. Vous reveniez tout juste de combien? 4, 5? Combien vous aviez fait de Quelques concerts? concerts Ouais, affiliés, quelques ouais. concerts, voilà, les uns à la suite des autres dans différents pays. Ça va physiquement? En fait, je peux dire que Et notre avec les décalages époque, horaires en plus. oui, mais notre époque est comme ça et c'est vrai que on pouvait pas imaginer la même chose il y a 50 ans, 100 ans pour les chanteurs, pour les étoiles, de l'opéra et des autres plusieurs cadres musicaux académiques, et pas que, mais parce que, enfin, effectivement, on n'a pas eu le même rythme de la vie qui maintenant est devenu possible Mhm. grâce à justement les capacités de l'homme à se déplacer. Donc, c'est vrai que on est un peu envie de tout avoir. Et Oui. ça veut dire que c'est difficile de négliger ou même de ne pas accepter les propositions on aimerait bien avoir, on aimerait bien partager le plus possible avec le public. Oui. Et dès qu'on a la possibilité de tout faire et de probablement être un tout petit peu endetté auprès de soi-même euh, euh, pour les questions d'or et de repos et tout à fait ce style de la vie plus apaisé, plus tranquille, on en fait parce que toujours on a la jeunesse, l'énergie, et j'espère que ça c'est un peu éternel. Et ça, on va Ça, prolonger vous êtes ça gentil. plus, Ouais. On aimerait plus bien. possible. Ouais. Oui, mais on vit vraiment dans le temps complètement différent, Mhm. quand tout est devenu plus rapide. Et je pense que chacun de nous sent ces changements-là qui sont un tout petit peu même fous parfois. Donc, on s'adapte. Ouais. Alors, je le disais, donc votre carrière, elle commence très rapidement. Elle a commencé très rapidement. Donc, vous suivez après des cours de chant. Vous les suivez où? J'ai suivi mes cours de chant avec surtout, aux premières, c'était mon professeur privé Oui. à Moscou Oui. qui m'a dit directement que j'aimerais bien vous proposer de lancer la carrière professionnelle C'est extraordinaire ça. à partir de ce moment-là. Est-ce que vous êtes prête, Daria? Vous êtes prête de tout lâcher Pour ça. voilà, parce que Il avait compris qu'il était tombé sur une pépite. oui, elle pensait que, Il a vu votre en potentiel. fait, il faut me structurer de départ et Mhm. ça m'inspirait énormément. Je peux dire que c'est vrai à partir de cela, j'ai jamais posé les questions à moi-même. Est-ce que j'aimerais bien faire quelque chose de l'autre? Parce que ça me passionne tellement que je suis vraiment assez naturelle de faire toutes ces démarches-là et aux premières, penser toujours à tout ce qu'il faut faire pour mon parcours musical. Mhm. Voilà. Donc,
ce premier parcours, après vous êtes... Après, j'ai fait les études au collège de conservatoire. Ouais. Après conservatoire, au même moment, j'ai fait beaucoup de masterclass et les cours ailleurs, en Italie, en Allemagne. Ensuite, en fait, c'est le métier qui est lié toujours aussi à l'enseignement, en fait, à la formation éternelle. Ça veut dire que plus on devient mature, plus on a aussi besoin de prendre les cours, de préparer le nouveau rôle, tout cela. Et pour ça, il faut avoir le coach ou enseignante ou quelqu'un, un professeur qui te guide, qui peut en fait, de son côté, donner son avis de comment ça doit être fait pour que on garde toujours la voix. En fait, on forme, on continue à former la voix à travers les âges, voilà, à travers des années. Je vous ai écouté cet après-midi et j'ai pu voir même le changement au niveau de, j'allais dire, de quoi? De la respiration, au niveau de quoi? En fait, je préfère appeler ça la position parce que j'ai retravaillé la position vocale et à partir de 2023, j'ai commencé en fait, à prendre mes études à Milan auprès de les professeurs de La Scala et en fait des autres professeurs aussi. Un de mes professeurs aussi vient de Metropolitan Opera. Il est aussi très connu. C'est une star très 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 grande, on peut dire, qui me guide en fait et qui me guide même maintenant de temps en temps quand j'ai besoin pour que je prépare les certaines partitions et certaines partitions à rôle. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai justement changé un peu la position vocale, mais ça c'est, comme on dit, pas la chose à afficher parce que ça c'est mon parcours assez discret, assez intime même, parce que c'est comme ça on fait avec la voix, on toujours essaye de faire au mieux et voilà. Et au moment donné, j'ai entendu parler quelques personnes sur moi que j'obtiens la voix qui peut être appelée caméléon. Oui, caméléon. Caméléon, ça veut dire que ça peut changer des couleurs de lyrique vers dramatique et pour ça, il faut s'entraîner un tout petit peu différemment aussi pour arriver à chanter avec la même technique vocale que Maria Callas, que Renata Tibaldi et les autres chanteuses qui effectivement sont très connues pour être parfaites en faisant bel canto italien. Alors, bel canto italien, moi qui m'a vraiment impressionné et qui nous a impressionné dans ce fameux salon opéra, qui est un salon absolument immense, qui peut accueillir jusqu'à 800 personnes. Donc, c'est un salon qui avait été construit à la demande de l'empereur Napoléon III et qui a une coupole qui est extrêmement haute, une verrière, voilà, sous forme de verrière, extrêmement haute. Et donc, vous avez réussi, alors que moi j'avais déjà fait intervenir un ténor russe qui avait chanté avec micro, vous avez chanté sans micro et vous avez empli complètement la salle. Tout le monde a été impressionné par votre voix. C'était à la fois magnifique, impressionnant, émouvant. Il y avait beaucoup de jeunes qui ont été très impressionnés. Voilà, c'était à la fois une prouesse, je dirais, et un délice à vous entendre. Merci beaucoup. Je pense que l'art de l'opéra est tellement fort et tellement en fait inspirant que en fait pour y arriver, il faut justement ouvrir le corps, le cœur et la voix justement est capable de faire tout ce qu'il faut pour être envolé et voilà, pour toucher aussi les âmes. Et moi, par contre, j'ai trouvé l'acoustique de le salon d'opéra intercontinental très juste, très bonne et très adaptée, même parfaite pour vous savez qu'on a beaucoup ce de genre mal, de choses. quand on veut passer de la musique, on a beaucoup de mal à le sonoriser. Mais bon, avec votre voix, il n'y a pas de souci.
Alors, Merci. je voudrais c'est que l'on parle de revenir sur le Noël, puisque le 12 décembre, nous pouvons donner rendez-vous déjà à nos auditeurs. Le 12 décembre, en l'église Saint-Louis en Lille. Donc, nos chers auditeurs, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mot à Radio Courtoisie. Le 12 décembre, nous allons vous retrouver pour un concert récital sur le thème de l'Est à l'Ouest, avec à travers les chants évidemment de Noël. Vous, évidemment, l'Est, Sacha Boutros, ça sera évidemment l'Ouest. Qu'est-ce que vous avez prévu? Et moi, je voudrais que vous nous parliez également de la façon dont on fête Noël orthodoxe, finalement. Avec grand plaisir. En fait, on va faire à l'envers. Ça veut dire Ouais. que normalement, donc tout à fait, la fête de Noël orthodoxe, on le fête selon le calendrier julien. Bien Et sûr. donc c'est 7 janvier. Mhm. Tout à fait, 2 semaines justement 2 semaines après Noël catholique. Et ça, c'est la tradition, Ouais. c'est une date fixée. Par contre, on peut dire que c'est la fête assez structurée, et musicalement, si on parle de la fête et de la messe, c'est préservé uniquement à les chants particulièrement religieux et très fonctionnant, on peut dire, parce que c'est vraiment lié à la façon on fête chaque fête orthodoxe qui normalement est toujours animée par le chœur, qui Oui. fait la partie de la messe. Oui. Et donc, c'est pas lié à les solistes qui chantent quoi que ce soit, les chansons plutôt plus populaires ou les choses plus connues. C'est vraiment les fêtes religieuses qui sont aux premières... Au premier plan. oui, au premier plan. Merci beaucoup. Mais par contre, bien sûr, on a les compositeurs qui ont fait beaucoup de mélodies qui, encore une fois, racontent les sujets de Noël. Et c'est ça ce qui m'intéressait toujours. Et j'ai essayé de faire ma collection sur de ces chants-là, Mhm. arrangés un peu différemment, Mhm. arrangés aussi pas que pour l'ensemble au chœur qui chante avec, mais aussi pour piano, pour orgue et les autres instruments qu'on va aussi avoir au concert le 12 décembre. Et donc, on va effectivement interpréter les compositeurs comme Chesnakov, comme Arvo Pärt et beaucoup plus des autres. Je vais pas vous donner tous les noms pour un Bien peu sûr, pour garder un peu de surprise. Bien sûr. Et par contre, bien sûr, à côté de cela, on fera beaucoup plus de choses très bien connues, traditionnelles, mondialement connues, comme Schubert, comme bien sûr Cantique de Noël par Adolphe Adam, une de mes préférées. À une époque, en fait, pour mes concerts à l'Est, on peut dire, Ouais. dans les plusieurs pays, j'aime tellement cette composition de Cantique de Noël par Adolphe Adam Mhm. que franchement, j'étais vraiment très inspirée par cette musique. Donc, à tout prix, je voulais faire le public de l'Est découvrir cette mélodie, mais bien sûr avec les paroles qui peuvent être bien compris, pas les paroles françaises. Donc, j'ai fait mon interprétation, en fait, en russe de cette belle ce poème sur Cantique de Noël. Moi, je me permets de vous interrompre 2 secondes. Je recherchais ce Oui. que nous allons entendre. Vous nous avez prévu un petit court extrait. Oui, c'est exactement ça. C'est Cantique de Noël par Adolphe Adam que j'ai D'accord. envoyé Parfait. en français. Oui, Par contre, c'est vrai que la version en russe existe aussi. et très joli. Je l'ai d'ailleurs. Nous allons pouvoir l'écouter tout de suite. Merci. Aider Radio Courtoisie à rester libre et indépendante.
Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce nouveau Libre Journal de la vie française, Libre Journal de la vie française dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Daria Davidoff. Daria, j'ai une question de la part d'un auditeur qui nous demande « Le chanteur de variété Michel Sardou a déclaré qu'il préférait arrêter de chanter car il avait perdu les capacités vocales. Est-ce la même problématique pour les chanteurs lyriques ?» Pour perdre les capacités vocales, tout est possible, bien sûr, et ça peut être lié à des raisons très différentes, comme les plus simples, les raisons de santé, en fait, qui n'est pas là. Et c'est lié à plusieurs facteurs, les facteurs des hormones, beaucoup plus de choses, en fait, qui, justement, dérangent. Voilà, la respiration et beaucoup plus de choses qui, en fait, ne permet pas la voix à fonctionner correctement. Ensuite, bien sûr, c'est aussi lié à la technique qui se perd ou même qui n'est pas comme il faut. Oui. Et donc, c'est pour ça, c'est très important de toujours suivre sa voix et de suivre la hygiène, Hygiène de la voix. Merci beaucoup. L'hygiène de la voix qui est très, très, très liée à en fait, la qualité et tout à fait les résultats vocaux qu'on a après. Sinon, la voix est l'instrument tellement fragile que c'est très facile d'en perdre. De la perdre et pour ne jamais la retrouver. Exactement. Ouais. Ou avec certaines difficultés, avec le long processus à suivre, avec de nouveau en fait, avec les professeurs, les cours. Mais par contre, tout est possible et maintenant, notre monde, bien sûr, est très riche à nous donner beaucoup des spécialistes de la voix qui savent faire les opérations chirurgicales très, très, très fragiles, difficiles, et qui permettent aussi de sortir de ces difficultés-là. Donc, même si on a des problèmes, on peut toujours trouver les solutions et un bon professeur est toujours capable de régler beaucoup de soucis et de réussir à entraîner le chanteur de quitter ses habitudes pas correctes et de gagner les nouvelles habitudes bonnes qui permettent à chanter sans fin jusqu'à au dernier jour. Ouais. Voilà. Comment est-ce que vous faites parce que quand j'entends ou quand je vous vois vous préparer pour 1h30 de concert, est-ce que vous vous reposez avant? Comment est-ce que vous faites avant? Parce que vous n'avez même pas le temps. Cela dépend. Idéalement, c'est mieux de ne pas chanter du tout avant le concert, si possible. Et de ne pas parler? Non, parler, mais c'est vrai que quand on parle, ça abîme aussi la voix, ça fatigue la voix surtout. Et par contre, encore une fois, est-ce que c'est possible chaque fois d'être libre et de répéter avant pour les musiciens avant le concert? Non, parce que parfois on a le lieu et l'orchestre qui est là uniquement le jour de concert. Donc, on se voit, on répète le jour même et après, directement, c'est le concert. Wow. Donc, c'est la réalité des choses. Mais c'est vrai que idéalement, tout est mieux quand c'est anticipé, quand on a le temps. Et c'est pour ça, en fait, moi, je raconte toujours la même histoire qu'avant. En fait, les chanteurs qui participaient dans les productions un peu historiques, emblématiques des époques, des belles époques, ils ont eu toujours, pas que les moyens, mais aussi en fait, le temps pour les préparations, qui duraient parfois 6 mois, 1 an, pour préparer un rôle, pour que la voix et notre physique et aussi notre mentalité, notre psychologie
et même caractère s'adapte à ce rôle et ça prend du temps. Ça prend du Extraordinaire. temps. Extraordinaire. Ouais. Et alors, du coup, après, comment est-ce que vous faites pour récupérer? C'est quoi? C'est plus le sommeil? C'est plus quoi qui vous manque? En fait, je ne me plaigne pas. Je préfère de pas en penser trop parce que Ouais. sinon, Bon, alors, ça prend plus d'énergie ouais. à Ouais, consommer aussi. Mm. En fait, à ce qu'il ne faut pas trop réfléchir de. À tout ça. Voilà. Ouais. Et par contre, pour moi, la chose plus principale, et personnellement pour moi, Oui. c'est d'être inspiré. Et Mhm. qu'est-ce qui est inspirant? C'est toujours d'avoir l'avenir devant, Oui. toujours avoir les nouveaux projets, les gens qui m'inspirent beaucoup, qui me passionnent, et de créer quelque chose ensemble. Est-ce que ça ne donne pas assez d'énergie pour tout ça? Pour moi, c'est vraiment essentiel. C'est ça qui vous porte. Oui. Ouais. Alors, donc, je rappelle la date. Donc, le 12 décembre, ça sera dans la magnifique église de Saint-Louis-en-Lille, sur l'île Saint-Louis. Oui. Église historique, très jolie. Très joli lieu que vous avez choisi. Oui, c'est le monde dans le monde. Ah, c'est joliment dit. Le monde dans le monde. Voilà. Et vous serez donc accompagné de Sacha Boutros, qui va nous rejoindre, ou que nous attendons, que j'ai aperçu, mais qui a disparu, qui va revenir, voilà, et qui revient. Voilà. Donc Sacha Boutros, qui est une chanteuse américaine. Est-ce que vous avez choisi une personnalité très différente de la vôtre pour chanter avec vous, pour donner un autre aspect, pour donner une autre vision de Noël? Je pense que cette idée est venue à nous deux au même moment Oui. et que ça passionne beaucoup, toujours à nous deux, de prendre les décisions inhabituelles et en fait aller toujours plus loin en faisant notre métier, la musique. Oui. Et montrer 2 répertoires, 2 voix, et 2 oui. trajets complètement Et différents. on va réunir bien sûr 2 sphères, Oui. sphère d'opéra, sphère du jazz, Ouais. et bien sûr les 2 voix qui tout à fait sont différentes, mais qui vont être aussi réunies dans les duos on est en Ça va être pleine amusant, ça. préparation Ouais. maintenant de ces duos-là, et ça me passionne beaucoup. J'ai hâte de faire notre cher spectateur découvrir le répertoire choisi. Parce que bien sûr, ça va aussi être lié à beaucoup de décisions très intéressantes, très inhabituelles, probablement même personnellement un peu surmesurées. Ouais. Ouais. Oui, ça va être sur mesure pour le côté de répertoire à faire. Ouais. Alors, cette église est très jolie. Je rappelle donc l'église Saint-Louis-en-Lille. Donc, samedi, c'est un samedi, je crois, c'est ça. Samedi, je vérifie que je ne dise pas de bêtises. Samedi 12 décembre. Et chers auditeurs, si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, écoutez, c'est tout simple. Il vous suffit d'écrire à Radio Courtoisie, ou sinon, écoutez, je vous donne un numéro de téléphone 06 03 61 00 62 06 03 61 00 62, et j'ai bien fait de vérifier puisque le 12 décembre sera un vendredi et non pas un samedi, contrairement à ce que j'ai annoncé. Donc, plus d'informations, chers auditeurs, soit vous écrivez à Radio Courtoisie, contact@radiocourtoisie.fr, ou alors vous pouvez nous appeler au 06 03 61 00 62. Nous vous adresserons avec un grand plaisir le lien de façon à ce que vous puissiez découvrir le programme et vous inscrire pour ce très joli concert. Je rappelle le titre de votre concert de Noël, Noël de l'Est à l'Ouest, Daria Davidoff avec Sacha Boutros. Daria Davidoff, la dernière fois, nous avons eu un grand nombre d'auditeurs qui nous ont posé la question où est-ce qu'ils pouvaient vous retrouver. Ils peuvent vous retrouver également sur YouTube. Oui, vous avez un compte, une chaîne YouTube. En fait, j'ai plusieurs chaînes, mais je pense que la principale, c'est simple à trouver parce que ça s'appelle Daria Davidoff officiel. Et l'autre doit être appelé Daria Davidoff Opera Tribute. D'accord. Donc, alors, vous nous redonnez les 2 noms, s'il vous plaît?
Daria Davidoff, officiel. Oui. Et Daria Davidoff, Opera Tribute, où on peut facilement retrouver beaucoup des interprétations d'opéra de ma part, aussi parfois avec les intéressantes décisions à proposer. Et alors, vous n'arrêtez pas, puisque là, vous êtes à Paris. La semaine prochaine, vous partez pour le Sultanat d'Oman. Oui. Qu'est-ce que vous allez interpréter ? J'ai le répertoire très varié aussi, qui en fait commence par l'opéra russe, française, italienne, et quelques chants de chambre, la musique de chambre, en fait. Très joli. Et la liste des compositeurs, en fait, à faire, c'est Tchaïkovski, c'est Rachmaninov, c'est un peu de Debussy, et bien sûr, quelques touches de Noël à la fin. Ah, ça va être superbe. Bon. J'espère. Et vous êtes accompagné d'un orchestre ? Non, par pianiste. Par un pianiste, oui. Et j'aurai aussi le baryton avec moi. Ah, d'accord, entendu. Bon, bah écoutez, nous regrettons que ça soit si loin. J'espère de faire quelques enregistrements sur place. Ah, ça serait merveilleux. Et vous allez chanter seulement une fois, plusieurs fois ? Oui, une fois, et après vous repartez. Concert. C'est de la folie je quand reviens même. Et après, à Paris. vous revenez. Bon, alors nous attendons Sacha Boutros qui doit nous rejoindre et que nous attendons avec impatience, voilà, et qui va rentrer enfin dans le studio. Si Sacha veut bien rentrer, voilà, ça serait bien. Bonsoir Sacha Boutros. Alors, je vous invite à prendre place, voilà, en face pour la caméra, s'il vous plaît, ma chère Sacha. Donc Bonsoir. Sacha Boutros, je parlais de... Alors nous allons parler, parce que vous avez un programme assez chargé en ce moment. Vous avez différents concerts qui auront lieu c'est cette semaine, vendredi et samedi, c'est ça ? Oui, vendredi et samedi. Alors, pour faire la transition, nous avons parlé de votre concert de Noël toutes les deux, de Noël de l'Est à l'Ouest, dont le programme, bah, écoutez, il va être, je peux dévoiler ça à nos auditeurs, il va être, terminé tout à l'heure, une discussion tout à l'heure de toutes les deux. Discussion à laquelle j'espère bien participer, voilà, avec un grand plaisir et une grande gourmandise. Donc ça se passera donc dans l'église Saint-Louis-en-Lille. Vous avez déjà un petit peu des idées ou pas, Sacha, de ce que vous allez interpréter ? Oui, j'ai beaucoup d'idées, mais il faut parler un petit peu avec Daria. Voilà, bien sûr, pour définir tout ça. J'ai ma favorite chanson de Noël. D'accord, et bien vous allez toutes les deux nous donner vos chansons favorites, ça sera bien agréable. Sacha, nous vous recevons également donc pour ces deux concerts. Là, pour le coup, c'est du jazz que vous allez nous interpréter. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec votre disque que vous venez de sortir ? Oui, sa sortie, c'était numéro 1 en Amérique, oui. À Mexique et au Canada, la première semaine qu'il avait sorti, que c'est incroyable parce que c'est en français. Oui. Et en fait, je suis franco-mexicain, oui. avec un petit accent, moi, quand je chante. Oui. Mais pour les Américains de jouer musique française, c'est nul normalement. Oui. Alors ça, c'est une grande chose au radio parce que c'est pas seulement aussi dans le iTunes, ça passe dans le francophone radio et aussi dans les classic hits et jazz en général. Oui. Justement, Daria, comment est-ce que vous expliquez ce que vient de dire Sacha Boutros ? C'est que Daria Davidoff, quand vous chantez, on entend, nos auditeurs entendent que vous avez un petit accent qui vient de l'Est. Comment se fait-il que quand vous chantez, l'une et l'autre, l'accent, il disparaît ? C'est lié à la capacité de produire les vocales, oui. les sons. Oui. C'est absolument incroyable. Faire retravailler l'articulation, en fait. En plus, vous articulez magnifiquement bien, surtout quand vous interprétez du baroque, ce qui n'est pas évident. Français. Je vous ai entendu il n'y a pas très longtemps, au mois d'octobre ou septembre, peu importe. C'était assez impressionnant. Oui, j'ai interprété Gluck, un peu d'Armide, un peu d'Alceste. Oui. Et effectivement, encore plus des opéras. Et vous prononcez mieux que les Français, justement, dans ces cas-là. Je pense qu'il y a un vrai travail ou une vraie concentration. Ça, c'est un peu trop dit, mais en tout cas, si vous avez compris les paroles, ça m'a déjà fait plaisir. Je les ai bien compris, absolument.
Alors, cher Sacha, votre disque, donc un grand succès, et ce grand succès, vous venez le soumettre aux Français. Et donc, le lieu, l'heure, où, quand, comment, ma chère Sacha? Mais c'est parti d'un tournage, Oui. en principe, de l'appel à unité culturelle entre la France et les États-Unis. Et c'est 100 ans de la musique française et américaine, française et américaine, et toutes les choses au milieu. Et c'est des ponts, on croyait des ponts entre la musique pop et jazz. Ça, c'est pas seulement de jazz, ils sont les chansons plus connues qui sont le soundtrack de Paris. D'accord. Que tu écoutes dans tous les radios, toutes les choses comme ça. C'est un peu l'histoire de la chanson française, votre cri d'amour envers la chanson française que vous avez voulu mettre sur un disque. Oui, et après, ça c'est le final tournage pour 7 mois. On avait 1 mois de concert de Seattle à Paris. Alors, ah oui, d'accord. Donc ça commence à Seattle et ça se termine là, à Paris. prochainement Oui. à Paris, avec le disque entre les deux. Oui, avec Wow. tous les musiciens français aussi, parce que tous les musiciens sont venus à les États-Unis pour le tournage. Pour la tournée. Waouh, Oui. impressionnant. D'accord. Oui, ils étaient tous là. Alors, c'était une différente chose de présenter le jazz français à tous les Américains, mais aussi on avait des étoiles américaines comme le batteur de Tony Bennett, qui était très connu en Amérique, et beaucoup de personnes comme ça. Alors, on a fait des ponts partout, parce que je suis en ambassadrice de la paix, de la culturelle unité entre le jazz. Et je croyais des ponts entre mon, je ne sais pas comment on dit en français, non-profit, Sacha Supper Club. Et comme ça, on a fait... Merci. On a éduqué un petit peu les gens en Amérique avec toutes les choses qui sont beaux entre les deux pays. Et ça, c'est la musique et toutes les histoires de toutes les personnes aussi, parce que comme Joe Dassin, c'était Joe Dassin à New York. Il avait comme 21 ans et après sa famille l'a retourné à Paris. Mais il était né à New York, mais il était français à New York. Alors, c'est une très intéressante histoire de tous les gens, de toutes les personnes qui sont dans le disque. Alors, je me permets de vous interrompre toutes les deux, puisque nous sommes à la croisée du jazz, à la croisée du lyrique. J'ai une question d'auditrice qui me semble très intéressante et qui me dit, qui nous écrit « La soprano léger Nathalie Dessay a voulu faire une reconversion vocale. Elle était frustrée de ne pouvoir interpréter les plus grands rôles d'opéra dramatique. Sa reconversion, nous écrit cette auditrice, finalement a été ratée car on ne peut changer sa tessiture. Elle chante à présent des chansons de variété de jazz. » Est-ce que justement on est catalogué, est-ce qu'on est obligé finalement de Daria Sacha, quand on a une tessiture vocale, de la respecter, de ne pas bouger, de ne pas changer et de rester finalement à... On peut changer, mais il faut savoir la langue, il faut savoir le curriculum, hein, parce que moi, je chante lyrique pour 25 ans, mais aussi je chante jazz et je suis allée à l'école pour les deux, alors je bosse 2 fois plus dur. Et toi, tu chantes un petit peu de jazz aussi et des choses, mais tu chantes aussi on dit en Amérique que ça c'est un petit peu aussi de Broadway. Hein? Oui. Mais il y a des ponts partout, mais si tu travailles très fort et tu travailles dans ton métier et tu fais l'effort d'être firme dans ton art, tu peux changer. Et donc finalement, Nathalie Dessay, est-ce qu'elle aurait pu réussir ou pas? Oui, elle chante très bien, elle a fait des projets que je la connais. Je l'avais vue quelques fois à Victoire de Jazz et aussi au club de jazz. Et aussi maintenant, elle fait Sweeney Todd on Broadway. Elle est incroyable. Oui, mais c'est parce que l'opéra dramatique, c'est vraiment quelque chose de très particulier. L'opéra dramatique est quelque chose de trop particulier. Trop particulier. Par contre, si on sait faire l'opéra dramatique, ou même si on sait faire correctement, travailler sa voix avec la manière de bel canto, ça veut dire qu'on est largement capable de faire tout ce que lié à la voix individuelle, parce que chaque voix est différente. Et ce qui est bien pour cette voix particulière n'est pas nécessairement bonne pour une autre voix de la même tessiture, à peu près même couleur, on peut dire même. Mais ça ne marche pas. Donc, il faut juste suivre son chemin, et c'est tout. Oui. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir également Thomas Braméry. Bonsoir Thomas Braméry. Bonsoir à vous, bonsoir, merci de me recevoir. Alors, Thomas Braméry, donc vous êtes parti pareil aux États-Unis accompagner Sacha ?
Oui, bien sûr, on faisait partie du groupe qui a voyagé avec elle et faire cette petite tournée assez incroyable aux États-Unis, sur la côte ouest des États-Unis, commencé à Seattle, Long Beach, Los Angeles, etc., San Diego, Palm Springs. Enfin, on a fait plein de concerts assez phénoménaux et Sacha a voulu, puisqu'on avait enregistré son disque ici en France, elle a voulu amener les musiciens qui ont participé au disque pour faire la sortie du disque aux États-Unis. Alors vous êtes contrebassiste. Moi, je suis contrebassiste. Alors il y avait donc un contrebassiste, un trompettiste avec Stéphane Belmondo. Oui, voilà, que j'ai déjà eu le plaisir de recevoir ici avec vous. Ensuite. Et puis donc, après, un pianiste, John DiMartino, qui est un pianiste que moi je connaissais, qui est américain, qui habite à New York, mais que j'avais rencontré quand j'habitais à New York. J'ai vécu 11 ans à New York. Que vous m'avez présenté, Sacha, c'est ça? Le monsieur avec le petit chapeau? Non, c'est John pas lui. DiMartino. Peut-être parce qu'il joue de temps en temps ici, de concerts ici. Ensuite. Voilà, et le guitariste John Garner. Américain. Et le batteur. Oui, américain. Ah, il y avait quand même des Américains. C'était un mélange. C'est un mélange. Oui, c'est un mélange, mais John Garner, il joue au manouche, alors il joue jazz manouche, il jouait dans tous les grands festivals de manouche, il fait toute la musique de Django Reinhardt. Oui, c'était intéressant pour nous de la rencontrer parce que c'est une musique ici qui nous parle beaucoup. Moi, notamment, je joue, j'ai enregistré avec Thomas Dutronc qui est très intéressé par la musique manouche, avec des guitaristes manouches, en fait, notamment Rocky Gressé. Donc, avec Stockel Rosenberg aussi, qui est hollandais, mais qui est un manouche. Donc, je connais bien cette musique et je l'ai pratiquée. Et donc, de rencontrer John Garner, ça fait vraiment une relation, un lien entre nous de proximité musicale. Voilà. Oui. Alors, comment est-ce que vous avez choisi vos morceaux? Les morceaux de le disque, c'est les choses qu'on écoute au bus, aussi dans le métro, dans les magasins, au club de jazz. Il y a des chants, mais aussi ils sont les chansons ma grand-mère, qui elle a vécu à le Claridge Hotel, résidence de Champs-Élysées, parce que nous avons maintenant 3 générations ici de la famille franco-libanaise qui sont sortis de Liban, et il y avait des maisons ici aussi à Liban en 1054, quelque chose comme ça. Ils sont les disques, les LP qu'elle a portés dans les valises à mon papa. Ah, c'est joli. Donc vous êtes allé vous replonger dans les archives musicales familiales. Oui, mais c'est à les États-Unis. Je suis allée à l'école française toute la vie, mais malheureusement, j'ai un petit accent, mais on parle français à la maison. Mais vous savez que nous, les Français, on aime bien les accents, donc ni l'une ni l'autre ne perdez vos accents. Elle a aussi un petit peu d'accent, mais c'est très joli. Mais ça, c'est comme un record, un recuerdo. Je ne sais pas comment on dit ça, un recuerdo en espagnol, un souvenir de mon enfance. Alors, je pensais de mettre des choses aussi comme... Madeleine de Proust. Voilà, très joli, voilà. Oui. Et aussi, il y a des autres choses, mais je pensais de faire Paris After Dark 2. D'accord. Parce qu'il y a des autres chansons qui sont incroyables, mais aussi, c'est difficile de choisir, parce qu'il faut aussi choisir des choses que les Américains connaissent, et les Français connaissent, mais pas beaucoup de Français et pas beaucoup de façon English. à faire découvrir, et qui connaissent, mais pas trop. Oui. C'est terrible, ça. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi, justement? Je reviens te chercher. Oui. Si tu vois ma mère, que c'est... Sidney Bechet. Oui, Sidney Bechet. Merci, Thomas. Oui, allez-y. C'est moi qui fais tout l'arrangement, j'écris musique. Oui, ça, je sais que vous écrivez, nous en avions parlé. On a fait le mélange de Ne me quitte pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Absolument, oui. Ça, et les chansons de Frank Sinatra qu'il avait écrit, qu'on a fait ensemble aussi. Laquelle de Sinatra? C'est I'm a Fool to Want You. C'est la chanson qu'il a écrite pour Ava Gardner. Après qu'elle avait tombé un balasso avec le gun de la pistole. Elle l'a raté. Oui. D'accord. Oui. Et après, il pleurait, il écrit ça parce qu'il dit je suis un stupide pour t'aimer. Je suis stupide pour t'aimer, c'est ça. Oui, ça veut dire je suis suffisamment fou pour t'aimer. Et la légende, c'est que quand il était au studio, qu'il fait une fois et après il criait toute la nuit et pleurait et après. Il a pleuré et après il a écrit. Et c'est vrai que cette combinaison des 2 morceaux, donc un medley comme on dit en bon français, de ces 2 morceaux qu'a proposé Sacha quand on était dans le studio, c'est très très émouvant parce que déjà les 2 chansons elles-mêmes, Ne me quitte pas de Jacques Brel
est une chanson très, très prenante, et ainsi que I'm a Fool to Want You. Donc il y a eu le mélange des deux. Mais vous voulez faire pleurer tout le monde alors dans la salle? Oui, mais non, moi Franck Amsterdam, parce qu'il m'avait dit c'est impossible. J'ai dit non. Napoléon dit qu'impossible, c'était pas français. Et après, il était fâché parce qu'on a fait. C'était une magnifique version. Je l'ai réécouté. Je dis pas ça. Moi, ma participation, mon intervention est très courte dans ce morceau. C'est un duo trio, on va dire piano, voix, trompette. Et il y a juste la section rythmique rentre sur une très courte partie. Et je reconnais que récemment, donc, quand Sacha m'a redonné le disque, que je n'avais pas écouté depuis qu'on l'avait enregistré, ce morceau-là est particulièrement émouvant. Très intéressant. Paris After Dark, avec mon bel accent français, ça donne quand même... Mais c'est très bien. Voilà. C'est très charmant. Merci. Donc ce disque, comment fait-on si on veut le retrouver, si nos auditeurs veulent l'acheter? C'est partout, c'est pas Spotify. L'autre, iTunes, c'est dans l'iTunes et Amazon et tout ça. Et aussi, s'il vient à le concert, le 7 et le 8 Sunside Sunset, j'ai 4 concerts avec Alors, on recommence Thomas, plus lentement. Stéphane. Le 4... Le 7 et le 8. 4, 7 et 8 Non, 7 et 8. Ah, pardon, 7 et 8. Oui, il y a 2 concerts chaque soirée. Donc d'où le chiffre 4. D'accord. Il y a 2 concerts par soirée. Oui. D'accord. Vous nous redonnez l'adresse? C'est dans le rue des Lombards, non? 26 rue des Lombards. 26 rue des Lombards. Wow, you know. 26 rue des Lombards et ça s'appelle le Sunside Sunset. Sunside Sunset. Yes. Voilà. Ah oui, c'est bon. Ça doit être magnifique. 9h30. 9:30, isn't that? Oui, les horaires. I think. The first one is 9:30 Alors, and then 11. Isn't it 8:30? On peut retrouver... Bon, je sais pas. Bon, on peut retrouver mais quelque chose comme ça, il suffit d'aller de... sur leur site internet. Oui, sur le mien, lareine-du-jazz.com. Ah ben voilà, Sacha, c'est ça qu'il fallait nous dire et que vous nous avez dit, ça y est. Oui. Alors, rappelez-nous. lareine-du-jazz.com. La Reine du Jazz est avec nous ce soir, lareine-du-jazz.com, Sacha Boutros. Donc vous allez sur son site internet, il y a tout, même ce qu'elle a déjà oublié, mais qui sera là, voilà, tout sera bien là. Si. Voilà, donc on peut réserver, il y a un lien et tout sur votre site internet? Oui. Bravo, bon c'est super bien fait, bravo. Oui, ça doit être fantastique, quelle ambiance. sachaboutros.com. Et vous venez, j'espère. Mais bien sûr. Ouais. Je peux même vous dire... Ah oui, mais là, par contre, il y a 2 horaires. Moi, j'ai dû noter donc le 2e horaire. Moi, pour tout vous dire, ma chère Sacha et chers auditeurs, si vous voulez nous retrouver, nous y serons avec un très grand plaisir à 21h30 le 7. Vous voyez, Sacha? Ok. C'est bon? Vous venez le 7? Okay. Je viens le 7. Parfait. Ça vous va? Ça va. Est-ce que j'aurai le plaisir de vous retrouver, mon cher Thomas Bramery? Oui, absolument. Je serai là aussi pour les... Qu'est-ce que vous en retirez de votre expérience justement des États-Unis? Est-ce que le succès a été aussi rapide que le disque ou pas quand vous avez interprété, quand vous avez joué vos concerts? Non, c'est beaucoup de succès. Ah oui. Oui, justement, est-ce que ça a été aussi rapide que pour le disque? Oui. Donc finalement, le disque, vous attendiez à ce que ça marche tout de suite? Tout de suite. Ouais. Et vous vous êtes pas dit, du coup, puisque ça marche maintenant au Canada, il va falloir aller aussi au Canada? J'espère. Oui. Ah bon? Pourquoi pas? Oui, au Québec. Pourquoi surtout pas? qu'ils connaissent tout à fait la culture française, évidemment, la langue notamment, et donc ça peut être une belle opportunité. Bon, alors moi je vous ai coupé dans votre élan, dans votre présentation de tous les titres qui sont dans votre disque. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? April in Paris. Qui est pour le coup une chanson américaine. Qui s'appelle comment? Avril à Paris. Avril à Paris, par qui? Paris, C'est qui? C'était qui chantait Vernon ça? Duke, mais c'était Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald. Sarah Vaughan, D'accord. Doug Ellington. Le big band de Count Basie aussi. Oui, c'est on va dire ce qu'on appelle un standard américain qui est vraiment repris par énormément de musiciens. Ouais. Même par moi, à une époque. Ah bon? Magnifique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'oubliais, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a cette chanson qui s'appelle La Belle Vie, qui est une chanson française. La Belle Vie, The Good Life. Oh, la belle vie. Oui, mais on a fait comme swing. Et aussi, c'est The Good Life. Tony Bennett avait très populaire à les États-Unis. C'était qui chantait ça? C'était Sacha Distel. Oui, c'est lui qui l'a composé, d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Il y a Charlie Chaplin, Smile. Ah, ça, je ne connais pas du tout ça. Si.
Ah bon? Si. Certains, il y a une- des mots aussi Non, en ça me français dit pour rien. C'est ça. une chanson de film, oui. C'est bon. composé par Charlie Chaplin. Modern Times. Composé, il est Oui, il était 1933. compositeur aussi. incroyable. C'était dans le film avec son seconde épouse, Paulette Goddard, et c'est écrit pour elle. Et après, cette film est venu ici en France, et c'était une grande chose. Et Charlie est venu avec le film, il était ici dans le 1920 tout le temps. Il écrit, il fait des fêtes, il a ses amours ici tout le temps. Et il y a des mots aussi en français. Et pourquoi alors donc tout ça, ce sont finalement quelque part des archives familiales que vous avez retrouvées ou dans vos souvenirs, et vous avez choisi à chaque fois ces morceaux à cause de ça? Oui. Oui, et aussi ils sont aussi les choses que tu écoutes dans les rues. Si tu vas à la rue du Bac à côté, Oui. il y a un petit orchestre de 1920 qui joue avec comme ça. Il joue Smile tout le temps, tous les jours. Ah, c'est ça, vous êtes allé piocher comme ça vos Oui. inspirations. Oui, et aussi il y a des gens qui sont juste devant la cathédrale à côté de Magot, Ouais. qui jouent toute la musique de Sidney Bechet avec le clarinette. Oui. Ils sont là comme 3 fois par semaine. Ils sont les choses que vous écoutez dans la rue aussi. Oui, mais alors Après- justement, est-ce que vous n'êtes pas dit ça, c'est parce qu'ils le jouent tout le temps, parce que les touristes aiment ça, et qu'il va falloir finalement, on va leur proposer ça? Mais il aime ça, mais aussi, la chose qu'il aime, c'est la vie en rose. Comme Bien sûr. Il y a un monsieur avec accordéon qui s'appelle Oui. Vladimir, qui joue avec un petit chat dans son dos à Montmartre, juste à côté de ma maison. Il fait la même chose tout le temps, mais quand je viens, il me fait des choses rousses. mais c'est ça, c'est pas seulement ça, ils sont les choses aussi ils sont dans le club de jazz. Alors tu écoutes April in Paris au Jazz Club. Bien sûr. Peut-être pas non la belle vie, mais Oh, si, c'est possible. Alors la Ah vie en oui. rose, du coup, vous l'avez chanté, du coup? oui, je vais enregistrer aussi. Oui, pas dans ce Ouais. disque. Oui, mais- Pas dans Ouais. ce disque, dans le prochain. Ouais. Mais nous l'aurons vendredi et samedi? Peut-être. Peut-être, surprise. Oui, D'accord, ok. Peut-être. Peut-être. Comme d'accord. mon cher cousin qui me demande oui. Ou sinon ça cha-cha. Ah, Sacha Cha-Cha. Ah. Moi, ça, c'est Thomas, vous connaissez Sacha Bien sûr, Cha-Cha? oui, on l'a joué avec Sacha, bien sûr. Mais oui, seulement oui, si tu danses avec Daria. Sacha Cha-Cha, c'est une composition. Je crois que est-ce que nos auditeurs y ont eu droit ici? Je suis pas sûr. C'est mon morceau préféré, composé par vous, qui est absolument génial. Et c'est quoi? C'est de la bossa nova? Non, c'est un cha-cha, ça cha-cha, parce que les gens ne peuvent pas dire Sacha. En Amérique, ils disent une autre chose. Ah, ils disent quoi? Mais jamais Saka. Saka. Sacha. C'est pas très joli. C'est pas joli. Ouais. C'est très japonaise. Saka. Oui, voilà. Absolument, voilà. Mais tu aimes cette chanson parce que il parle de l'amitié entre les amis, de le bonheur, de Dieu, de toutes les choses qu'on a beau dans notre vie et dans ces. Elle est pleine de vie, cette chanson. Elle est vraiment ouais, très jolie. C'est pour ça que tu aimes ça. Très, très jolie. Ah, c'est ma favorite, et de loin. Je l'ai écoutée je ne sais combien de fois. Sacha Cha-Cha. Donc, nos auditeurs, si vous voulez, chers auditeurs, écouter Sacha Cha-Cha, n'hésitez pas, vous la retrouverez facilement. On la retrouve facilement sur Internet. Oui. Absolument. Alors, je rappelle, on peut peut-être rappeler, pour ceux qui viendraient nous rejoindre, le nom de votre site Internet où l'on peut retrouver toutes les informations concernant votre concert, vos 4 concerts de vendredi et de samedi prochain. lareineDuJazz.com. lareineDuJazz.com, et dessus vous retrouverez les horaires dont Sacha ne sait plus trop, parce qu'il y en a 2 par soirée. Il y en a à 21h30, ça je sais puisque j'y serai. Oui. Voilà, et ça se retrouve... Ça, c'est la première. À mon avis, c'est ça. C'est Ah oui. 21h30 le premier concert, puis il y a une pause d'une demi-heure à peu près. On fait un deuxième concert, à mon avis, à partir de 23h. Ok. Wow. Je pense que c'est comme ça que ça Eh va ben, se vous passer allez les être deux bien soirs. fatigué le Ouais, dimanche. c'est bien. C'est Ouais. Club du Jazz français. Ça, c'est le jazz. C'est On ça. se lève pas très tôt, oui, excepté pour... Et après ça, il y a jazz à côté, à Duc de Lombard, au Duc, jusqu'à 4 heures du matin. Ah oui, en effet. Oui, c'est la jam session. On va après Oh. avec Daria chanter. Oh, Oh là là. Avec Troisième l'équipe acte. là-bas. Troisième acte, Ouais. absolument. Donc, vous nous rappelez le lieu, Thomas, s'il vous plaît? Alors, le Sunset Sunside, hein, c'est dans la rue des Lombards, c'est au 26 rue des Lombards, au vraiment cœur de dans le Paris, centre dans de le premier, Paris. oui, au Oui. premier arrondissement. Et il y a dans cette rue, il y a trois clubs assez renommés pour le jazz, qui sont le Duc des Lombards, donc au tout début de la rue, puis le Baiser Salé, et
puis le Sunset Sunside, voilà, ce sont des clubs un peu mythiques. Nous, on jouait là quand moi je suis arrivé à Paris la première fois, il y a une quarantaine d'années. Aïe. Et ces clubs existaient déjà, voilà, donc c'est assez mythique pour le jazz. Ouais. Alors, nous allons bientôt nous quitter en musique. S'il vous plaît, ma chère Sacha, vous allez nous présenter ce que l'on va écouter. Et je rappelle au passage à nos auditeurs qu'ils auront le plaisir de retrouver Sacha Chacha et Daria Davidoff prochainement, ensemble, vous voyez, avec deux couleurs complètement différentes, de l'Est à l'Ouest, le 12 décembre en l'église Saint-Louis en Lille, la très belle église Saint-Louis en Lille. Et ma chère Sacha, je voudrais que vous nous annonciez ce que nous allons écouter pour nous quitter. Ça, c'est Ne me quitte pas et I'm a fool to want you. Et si on se quitte, Sacha? Oh non. Mais si. Et will cry. Jamais. Voilà. Donc, Ne me quitte pas, pour nous quitter, interpréter. Ça, c'est mon arrangement avec Stéphane Belmondo, oui. Thomas Bramery, Frank Amsterdam et Tony Rabson. Oui.